Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Focus économique. Renforcer l'investissement et créer des emplois, ce sont les priorités de la seconde moitié du mandat de l'exécutif. La semaine dernière, Aziz Akhnouch a fixé les priorités de la rentrée politique. Sécurité alimentaire, stress hydrique, croissance et investissement, les enjeux sont importants. Comment garantir une croissance économique durable? Réponse ce soir avec M. Zakaria Firano. Vous êtes professeur d'économie à l'Université Mohamed V de Rabat. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonjour et heureux toujours d'être parmi vous. Nous allons donc parler des priorités du gouvernement, en tout cas pour cette première moitié, donc cette deuxième moitié du mandat de l'exécutif. Dans le dernier discours de Sa Majesté le roi Mohamed VI, l'accent a été mis sur la politique donc de l'eau et la gestion des ressources hydriques. Quels sont aujourd'hui les enjeux ? Très bien, nous sommes, comme vous l'avez signalé, nous sommes dans la deuxième moitié du mandat du gouvernement et donc automatiquement nous devrons être dans une vitesse de croisière. Donc automatiquement, il faut que le gouvernement accélère le processus d'instauration et d'installation des différentes politiques gouvernementales et aussi les politiques de l'État. Donc la première politique, et je pense que ça devient aujourd'hui une question centrale et de survie pour le Maroc, c'est la question de l'eau. Et donc ça a été signalé dans le dernier discours de Sa Majesté, et toutes les statistiques qui sont aujourd'hui à disponibilité et qui vont venir, dans les années qui vont venir, attestent du fait que l'eau devient une problématique très centrale pour le Maroc, pas uniquement sur le plan, d'utilisation de l'eau dans les activités des ménages, mais également dans tout le contexte socio-économique du Maroc. Et dans ce sens-là, je répondrai directement à votre question, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation qu'on peut qualifier de pénurie absolue de l'eau. Ça veut dire que nous sommes en train de rentrer dans un cycle où nous aurons une consommation qui peut-être, si on continue dans la même cadence de sécheresse, etc., et d'utilisation et aussi de politique irrationnelle d'utilisation de l'eau, nous allons rentrer en deçà de ce qu'on appelle les 500 mètres cubes par individu et sur l'année. Donc automatiquement, ça va devenir une situation très critique. C'est une situation qui va devenir à effet négatif sur plusieurs dimensions. Premièrement, c'est la dimension économique. Donc là, la plupart des analyses et des simulations indiquent que sur les 10 ans, si on n'arrive pas à résorber cette problématique d'eau, nous allons perdre jusqu'à 6,5% du PIB. Et donc, ça sera vraiment une grande catastrophe pour une économie qui ses perspectives, c'est de devenir une économie émergente. Et donc là, nous tablons sur une croissance qui doit être plus soutenue, ça veut dire les 6, 7, 8% sur 5 ans, sur 10 ans. Maintenant, si on n'arrive pas à résorber la problématique de l'eau, nous allons perdre 6% ou 6,5%. Il y a également une autre problématique qui permet de tirer la sonnette d'alarme, et peut-être on pourra la discuter, c'est la question un peu des effets sociaux. Parce que lorsque vous parlez de sécheresse, vous parlez un peu du tissu de l'agriculture marocaine. Et donc automatiquement, nous savons que la plupart des terrains qui sont utilisés en agriculture, jusqu'à 80%, c'est des statistiques par le vrai, donc automatiquement 80% se base sur ce qu'on appelle la pluviométrie. Et donc s'il n'y a pas de pluie, ça veut dire que tout le tissu économique rural va être détruit, ça va engendrer, on n'espère pas ça, mais ça va engendrer une autre problématique plus cruciale pour l'économie marocaine, c'est l'exode rural. Et donc les simulations qui ont été effectuées démontrent que si on continue sur la même tendance pour 10 ans, nous allons arriver à un exode qui pourra contenir les 5,4% de la population rurale. On parle à peu près de 1,9 million d'habitants qui seront dans une situation d'obligation d'aller vers le monde urbain pour pouvoir un peu résorber leurs problématiques économiques. Et donc, pour m'arrêter uniquement sur ces deux exemples, on pourra dire que la question de l'eau devient une question très importante. Il faudra vraiment mettre en place tous les mécanismes et toutes les politiques publiques pour pouvoir résoudre cette problématique dans les brefs délais. Ça veut dire que nous avons uniquement un intervalle de 10 à 15 ans pour trouver une solution cruciale et définitive pour cette problématique. La question de l'eau, donc une question cruciale, vous l'avez dit, une situation aujourd'hui qui est critique, 6 années de sécheresse et cela impacte directement justement l'économie, mais aussi, vous l'avez dit, le secteur rural et on va en parler du secteur agricole particulièrement. Et justement, parmi les autres priorités qui ont été annoncées par le chef du gouvernement, je l'ai dit en préambule, c'est l'emploi et l'investissement. Et là, on est un petit peu lié quand on parle d'agriculture qui représente une importante part du PIB, en tout cas
nationale et des pertes d'emplois qu'on observe aujourd'hui au niveau de l'agriculture. Comment réconcilier ce duo, on va dire, croissance et emploi aujourd'hui? Très bien. Bon, croissance et emploi, c'est la problématique du Maroc. Donc là, aujourd'hui, ça a été dicté aussi dans le discours de la semaine dernière du chef du gouvernement, c'est que tous les efforts doivent être déployés aujourd'hui pour résoudre la problématique de l'emploi. Nous avons un taux de chômage qui a frôlé un certain seuil extrême. Nous sommes à 13% de taux de chômage. Le taux de chômage est encore alarmant au niveau rural. Nous avons des pertes d'emploi qui sont très importantes. Et en plus, nous avons un taux de chômage qui est très important et très alarmant dans les trames ou la pyramide des individus qui sont très éduqués. Ça veut dire en termes d'éducation, ce sont ceux qui ont des diplômes qui ne trouvent pas le moyen d'accéder au monde d'emploi. Et donc là, la problématique du chômage, il faut la lier avec trois grandes variables. Premièrement, c'est l'investissement. Aujourd'hui, l'investissement, même si nous avons un effort d'investissement qui est très important, il ne faut pas l'oublier, nous sommes à 350 milliards de dirhams d'investissement public. Si on ajoute à ça l'investissement privé, donc c'est parmi les taux les plus importants, 31%, 32% du PIB. Justement, dans quel secteur faut-il aujourd'hui investir? Je pense que l'investissement aujourd'hui, il faudra qu'on revienne à un investissement qui se base uniquement sur les très petites et moyennes entreprises. Ça veut dire qu'il faut que l'investissement ne soit pas uniquement effectué dans ce qu'on appelle les grands projets mastodontes. Ils sont obligatoires. On est en train de mettre en place l'infrastructure pour le Maroc. On ne peut pas devenir un pays émergent si on n'a pas d'infrastructure, mais il faut également renforcer l'investissement à travers les très petites et moyennes entreprises. Pourquoi? Parce que les très petites et moyennes entreprises, ce sont elles qui ont la capacité d'avoir une employabilité très élevée. Si on n'arrive pas à concilier entre les grands investissements, qui sont générateurs d'infrastructures, générateurs de développement, c'est crucial, et investissement à travers les très petites et moyennes entreprises, on ne pourra pas résorber le problème de l'emploi. Et les indicateurs sont là. Si on prend l'ICOR, l'investissement du public ne crée pas de l'emploi. Nous avons, pour chaque 9 dirhams qui sont investis, nous n'avons qu'un seul dirham qui génère de la croissance, qui ne permet pas de générer de l'emploi. On l'a compris, donc il faut investir dans les TPME aujourd'hui. Il faut les aider à investir parce que voilà. De croissance, nous allons parler d'un autre point qui est l'inflation aujourd'hui, qu'on arrive plus ou moins à stabiliser. Comment continuer à stabiliser cette inflation tout en soutenant le pouvoir d'achat des ménages? Très bien. Bon, pour l'inflation, je ne pense pas que... Premièrement, il y a deux éléments qu'il faut toujours garantir. Premièrement, garantir que nous sommes dans un régime de change qui permet de résorber les chocs inflationnistes. Et heureusement, nous sommes dans un régime de change qui n'est pas totalement flottant selon les conditions économiques du Maroc. Nous sommes à un flottement, je dirais, avec une bande qui est maîtrisée par la Banque centrale. Et donc là, ça garantit en quelque sorte un peu cette force de stabilisation de l'inflation. Deuxième élément, très important, il faut garantir l'efficacité et l'indépendance de la politique monétaire. Tant que nous avons la Banque centrale qui permet de faire sa fonction, qui arrive à faire sa fonction de façon très indépendante et très réfléchie comme c'est fait aujourd'hui, nous aurons des mécanismes qui permettront de garantir cette stabilité de l'inflation. Troisième élément très important, il faut avoir des mécanismes qui permettent un peu aussi de résorber les chocs inflationnistes. Et là, c'est le pouvoir des politiques publiques en matière de finances publiques, je parle ici de la politique budgétaire, qui devra tout mettre en place pour pouvoir un peu garantir cette force et cette résilience des ménages et de l'économie pour résorber les chocs qui peuvent être des chocs externes. Nous avons vécu le choc inflationniste de 2022 et je pense qu'il y avait des politiques qui ont été mises en place. Il faut garantir que ces politiques restent, dans une situation proactif pour pouvoir un peu, s'il y a un autre choc, rester en quelque sorte dans ce mécanisme de stabilisation de l'inflation. Je ne pense pas qu'il y aura une crainte sur l'avenir par rapport au taux d'inflation parce que tous les indicateurs indiquent que l'inflation restera stable dans les pays partenaires et donc automatiquement pour l'année ou les 2 ans qui vont venir, je pense qu'on restera dans un taux d'inflation qui restera stable s'il n'y a pas de choc. Ce qui est une très bonne chose. On en parlera de ces politiques publiques et des finances publiques en fin de cet entretien. Maintenant, parlons d'une autre priorité qui est le secteur énergétique aujourd'hui. Donc la transition énergétique, 6 mois après le lancement de la filière de l'hydrogène vert, l'offre Maroc a reçu 40 demandes de projets. Donc à ce jour, quelles sont les attentes ? Très bien. Les attentes, c'est que premièrement, le Maroc s'inscrit comme un acteur crucial dans l'hydrogène vert. Donc il faut savoir que les concurrents du Maroc, ce sont des mastodontes au niveau international. Nous avons le Japon, nous avons l'Allemagne, nous avons la France, nous avons aussi les États-Unis. Il y a beaucoup de pays qui sont vraiment très forts, qui rentrent dans ce créneau. Mais le Maroc a un potentiel, et je dirais des facteurs clés de succès qui sont très importants. Premièrement, la position géographique. Deuxièmement, ses capacités énergétiques. Nous avons des capacités énergétiques en matière d'énergie renouvelable qui sont très
très importante. Peut-être que le Maroc peut être qualifié, entre parenthèses, comme le Venezuela des énergies renouvelables. Nous avons l'énergie solaire, nous avons l'éolien, nous avons maintenant l'hydrogène vert qui commence à devenir très important. Et donc là, ça permet au Maroc de devenir un acteur très important. Deuxième élément, par rapport à ce que vous avez dit, c'est que lorsque nous avons offert l'offre Maroc, ce qu'on appelle l'offre Maroc, nous avons reçu 40, je dirais, intérêts ou 40 prestations, demandes de prestations, demandes d'appels d'offres qui ont été reconnues au niveau, je dirais, qui ont été, recoupées au niveau de Mazen. Et donc, automatiquement, c'est un signal très important pour dire de façon directe que le Maroc est très attractif, pas uniquement au niveau national, mais au niveau international. Parce que je pense, d'après les propos du directeur de Mazen et aussi du ministère du tutelle, les offres, je dirais, nous avons toutes les entreprises au niveau international qui sont intéressées, des États-Unis, de l'Europe, de l'Asie, des 4 coins du monde, comme ça a été dit directement. Et donc, automatiquement, ça permet de donner un signal que le Maroc se positionne de façon très, très forte dans cette filière d'hydrogène vert. Deuxième élément très important à signaler, c'est que le Maroc propose une offre très attrayante. Nous avons 1 million d'hectares qui vont être dédiés à ces projets-là. Et donc, 1 million d'hectares, c'est vraiment un potentiel très important et ça permettra d'attirer autant d'investisseurs à l'international et ça permettra un peu de relancer la filière. Parce que le Maroc se positionne donc comme leader, mais il nous reste quelques minutes. Donc, on aimerait quand même parler des autres secteurs comme le tourisme qui a enregistré des chiffres de record cette année, qui continue encore. À fin juillet, on était à 10 millions d'arrivées touristiques. Quelles mesures pour consolider ces chiffres et comment faire encore mieux davantage pour les années Très bien, des chiffres qui sont vraiment records. Donc cette année, il ne faut pas l'oublier, l'année dernière, c'était une année record. Nous avons atteint 14 millions. Cette année, nous sommes à fin juillet, nous sommes à 10 millions. C'est des années records et c'est des éléments qui sont très positifs pour le secteur touristique. Ça permet de formuler 2 grandes, remarques. Premièrement, c'est que le Maroc a pu commercialiser son produit touristique et ça commence de plus en plus à devenir attrayant. Preuve à l'appui, c'est que nous avons aujourd'hui 49% des touristes, ce sont des touristes étrangers. Et uniquement 51% qui sont des Marocains résidant à l'étranger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas uniquement les Marocains qui viennent du diaspora marocain pour visiter leur pays, mais c'est également le touriste, étranger, européen, américain, asiatique qui vient vers le Maroc. Et ça permet de dire simplement que les produits qui sont proposés, les services qui sont déployés sont très attrayants pour ces investisseurs. Et le Maroc devient concurrentiel sur ce créneau. Deuxième élément, c'est que ça permet de renforcer les rentrées de devises. Lorsqu'on parle de 10 millions de touristes, ça permet de dire implicitement que vous avez des records qui ont été aussi inscrits dans ce qu'on appelle votre balance de paiement et nous avons des rentrées de devises qui ont dépassé réellement les 10 milliards de dollars. Ce qui permettra de garantir la pérennité en tout cas des finances la pérennité des finances publiques mais également la pérennité des réserves de change qui permettront de garantir la force du dirham et stabiliser l'inflation. Merci à vous, Monsieur Zakaria Firano, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie à l'Université Mohamed V de Rabat. C'était un plaisir de vous avoir avec nous dans Focus économique. Très partagé. C'est la fin de Focus économique pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne journée.